Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'implication de la jeunesse à l'action climatique. Nous en parlons avec le président du conseil d'administration de l'ONG AGEDI, Sylvain Akati. La planète entière fait aujourd'hui face aux affres des changements climatiques, Monsieur Akati. Et ces populations locales avec lesquelles vous avez travaillé sont-elles conscientes d'en subir les effets ? Elles sont très conscientes parce que vous savez que quand vous allez à l'intérieur du pays, avant, on mettait le niébé vers mars. Mars déjà, il y a les premières pluies et on met du niébé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut attendre jusqu'à juin, même voire juillet, avant que la pluie tombe et qu'on commence la saison. Donc, mais ces populations ne sont pas dupes et se disent que mais qu'est-ce qui ne va pas ? Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il faut effectivement faire autrement. Lorsqu'ils mettent maintenant le niébé, ça ne réussit pas. Il y a la sécheresse. Des fois, c'est l'eau, l'inondation qui arrive ravager toute la culture. Donc, elles ressentent les effets des changements climatiques et disent que non, mais comment on va faire ? Comment on va procéder ? Et c'est là où l'implication de l'ONG aux côtés de ces populations-là pour les expliquer au moins terre à terre ce que c'est que l'atténuation, ce que c'est que l'adaptation, ce que c'est que les changements climatiques. Et aujourd'hui, nous avons commencé par l'appropriation de ces termes-là dans les langues nationales, langues vernaculaires, pour les expliquer que les changements climatiques, c'est tout simplement le fait que des fois, il n'y a pas la pluie, des fois c'est l'extrême sécheresse, des fois il fait chaud. Et des fois il y a l'apparition de certaines maladies. Elles ne comprennent. Et elles constatent tout ça là. Donc elles sont conscientes et elles nous disent qu'il faut faire quelque chose. C'est pourquoi les populations de Tonoukoudi et de Frupi ont accepté qu'on restaure les berges de fleuve Zio parce que ça ne va pas. Et lorsqu'on a commencé... Oui, justement, au niveau de ces populations riveraines du fleuve Zio, comment vous ont-elles expliqué les manifestations de ce phénomène dans leur village ? Justement, c'est ce que je vous dis, quand elles vont, surtout les femmes qui sont vulnérables, je vous disais tout à l'heure que la couche qui est plus affectée, c'est les jeunes et les femmes. Quand les femmes vont à la rivière pour faire le maraîchage, il n'y a pas d'eau. Simple, prenez l'exemple là, simple comme ça, il n'y a pas l'eau. L'eau est partie où ? Pourquoi il n'y a pas l'eau dans la rivière ? Tant que l'eau devait y être à ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas l'eau ? Pourquoi quand elle elle fait les légumes, ça ne donne pas comme avant ? Pourquoi ça ne donne pas ? On dit les terres sont dégradées. Pourquoi les terres sont dégradées ? Ils se posent des questions. Pourquoi il n'y a pas l'eau ? Pourquoi il n'y a pas le poisson dans la rivière ? Mais pourquoi les berges sont dégradées ? Il n'y a plus d'arbres. Pourquoi il n'y a pas ? Pourquoi il fait chaud ? Et toutes ces questions se posent et ils disent il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi nous sommes venus pour les dire que pourquoi là, pour pouvoir résoudre et changer la tendance par rapport à vos questionnements. Pourquoi, voilà comment il faut faire. Et c'est ce que nous avons commencé par faire avec. Et je vous dis que les populations autochtones, et elles comprennent plus que nous. Oui, alors justement, face à leurs préoccupations, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'avoir suffisamment répondu à leurs attentes ? Ah oui, on a travaillé et avec ces populations, je vous dis que la population s'est impliquée résolument, ce qui montre que tout ce que les populations disaient qu'on va faire, même si on n'a pas pu faire tout, on est arrivé à faire la moitié. Ce qui reste, nous sommes en train de discuter avec les partenaires pour effectivement terminer à atteindre nos objectifs. Mais avec le peu que nous avons commencé, ces populations sont très fières aujourd'hui avec ce travail. Alors quand vous parlez vous dites avoir sécurisé les berges du fleuve Zio, cette sécurisation c'est concrètement manifestée par quoi ? Les plans que vous avez mis en terre ? Voilà, la sécurisation disait tout simplement que vous savez que la loi a prévu 30 mètres de part et d'autre, tout ce qui est comme réserve sur les berges pour l'État. Mais nous sommes allés au-delà des 30 mètres pour faire 50 mètres. Donc les 50 mètres là, nous avons mis les plans. Et ces plans-là maintenant fixés et constituer la forêt, il y a l'eau maintenant dans la rivière, les inondations n'arrivent pas. Donc ces plans empêchent
l'eau d'arriver dans le village, donc il n'y a pas inondation. Donc voilà un peu ce que nous appelons sécuriser un tant soit peu les berges. Maintenant que c'est sécurisé aussi parce que toutes les espèces arrivent comme les oiseaux, les crocodiles, les serpents, toutes les espèces que vous connaissez qui étaient disparues sont arrivées. Donc c'est ça la sécurisation, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc il faut ces espèces-là aussi pour que l'écosystème puisse vivre. Donc voilà un peu la manière dont nous avons mis les plans tout au long des berges, et il y a un changement adéquat, c'est la sécurisation. Et plus de 2 ans de mise en œuvre de ce projet, et maintenant, c'est quoi la suite? La suite, effectivement pour nous n'allons pas baisser les bras, parce que je vous disais ici que les plus hautes autorités, chaque jour, elles pensent à la jeunesse. Et donc, pourquoi nous, on va dormir? On ne va pas dormir. Donc, la suite pour nous, sur les berges, c'est de faire 250 hectares l'année prochaine. Et nous sommes en train de discuter avec le projet Waka pour voir comment ce projet va nous accompagner pour atteindre cet objectif d'ici 2024 ou 2025. Nous voulons aussi construire une unité de conservation des légumes pour les femmes, parce que vous savez qu'elles sont plus de 2000. Et alors, comme le rendement augmente, elles n'arrivent pas à vendre tout et ça gâte. Donc, il faut construire une unité de conservation pour eux. Nous voulons produire 300 000 plants, parce que lorsqu'on dit on veut atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030, si on ne produit pas les plants, si on ne forme pas les pépiniéristes pour les mettre quelque part et constituer des activités de génératrices de revenus pour eux et produire suffisamment de plants, on ne peut pas atteindre l'objectif, parce que nous avons constaté que les jeunes, certains jeunes veulent planter, même des femmes. Mais il n'y a pas de plan. Mais il n'y a pas de plan. Donc il faut produire suffisamment de plants pour permettre aux jeunes de planter à tout moment, même dans la saison sèche. Si vous avez la possibilité de planter, il faut planter seulement. Donc nous voulons aussi distribuer et aider les femmes là à avoir le matériel de maraîchage, c'est-à-dire les motopompes, pour pouvoir arroser sur les légumes et les permettre d'avoir conséquemment de légumes pour notre pays, le Togo, et surtout Lomé. Parce que vous savez que tous les légumes que nous consommons à Lomé, ça vient de Topolokopé. C'est les femmes là, ces braves femmes là, rurales là, qui travaillent jour et nuit et qui nous amènent ces légumes là. Et effectivement, nous voulons les accompagner, et je crois que c'est avec la contribution de tous, et il faut que chacun mette la main pour que dans cette zone, le changement qui a commencé, que ça continue. Et vous parlez de la formation de pépiniéristes. Vous en avez formé aujourd'hui combien et dans quelle localité? Dans le projet, il était question de former, de constituer 4 coopératives. C'est ce que nous avons fait, et former 4 pépiniéristes. C'est peu pour nous. Donc aujourd'hui, nous voulons former au moins 20 et les installer. Maintenant, les 4 qu'on a formés, il y a 2 déjà qui ont commencé le travail. Et cette année, on pense Ils ont commencé par produire les plants. Ils ont commencé par produire les plants. Et c'est ça qui nous a aidé même cette année, parce qu'on a acheté les plants chez eux. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait déjà les activités, les AGR, les activités génératives de revenus pour la jeunesse. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais pourtant, il y a travail quelque part. Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut augmenter le nombre pour aller jusqu'à 20 au moins, pour que les jeunes puissent avoir ces activités génératives de revenus. Et partant de là, la pauvreté diminue. Et qui parle des actions, d'AGEDI parle aussi des négociations climatiques au niveau international. Et vous avez récemment pris une part active à la dernière COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que vous en avez retenu, M. Akati? Mais ça, avant d'arriver là, on remercie encore une fois le chef de l'État qui a conduit la délégation togolaise. On était là en tant qu'acteur de la société civile, et nous avons pris part, nous avons animé le pavillon togolais et d'autres side events comme le pavillon de l'OIF, où nous avons partagé l'expérience du reboisement des berges dans la préfecture d'Agoy au Togo. Et là, je vous dis que ça a été une réussite pour nous, parce que notre calendrier était très chargé. Donc, vous savez, même si le chef de l'État, il court dans tous les sens, nous, on va faire comment? Il faut que nous courons aussi. Et donc, nous avons partagé cette expérience-là, mais seulement le constat que nous avons fait en tant qu'acteur de la société civile, ça va, ça revient. C'est comme on fait un pas
devant, un pas en arrière. Parce que plutôt 2 pas en arrière. Voilà, c'est ça, 2 pas. Voilà, c'est merci. Parce que à l'entame de la COP, on était tous fiers qu'on a approuvé les tests sur les pertes et préjudices. Mais au finish, c'est au 13e jour qu'on nous fait sortir certains trucs qu'on ne comprend plus. On approuve certains tests qui n'ont rien à voir avec ce que nous attendions. Donc, en tout cas, les pays les moins avancés. Et finish, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On ne dit rien au niveau de l'argent. On va sortir des énergies fossiles ou pas, on ne dit rien. Oui, justement, alors que les rapports successifs du GIEC sont très alarmants, cette 28e COP n'est pas parvenue à un accord à l'abandon des énergies fossiles. Alors, comment vous, acteurs de la société civile, expliquez ce atermoiement? Moi, particulièrement, je vous dis que j'ai été déçu parce qu'il faut avancer. Je vous disais ici qu'on ne parle plus de priorité, on parle d'urgence. Nous sommes dans l'urgence, il fait chaud. La chaleur, le stress hydrique tue les gens. La chaleur tue les gens. C'est comme on nous a menti de rentrer, de dire que oui, nous les PMA, on veut l'adaptation. Aujourd'hui, où sont les fonds pour l'adaptation? C'est là que je vous disais tout à l'heure que je remercie le chef de l'État parce qu'il est allé chercher et rencontrer même le directeur de Fonds Vert pour le climat. Et aujourd'hui, il y a les ressources aujourd'hui au Togo que chaque jeune peut aller, même s'il y a des critères, pour répondre aux critères là, pour capter ces fonds-là et commencer par répondre aux urgences dont je parle. Donc c'est en cela qu'il faut. Pourquoi on discute et ça ne finit pas? L'année passée, on avait dit il faut mettre un fonds pour les pertes et préjudices. Et c'est cette année qu'on approuve les fonds pour dire la Banque mondiale on peut loger les fonds au niveau de la banque. Donc 2 ans qu'on a déjà perdu, tant qu'il y a l'urgence, on n'a rien fait. Donc pour nous, en tout cas personnellement, moi, j'ai été déçu un peu parce que pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on discute et on laisse des actions sur le terrain? Donc il faut à un moment donné changer de mentalité. Il faut à un moment donné, il faut agir. Et c'est dans ce contexte que nous disons que même si on discute, il faut agir. Il faut agir et c'est ce que le chef de l'État a fait pour nous amener des ressources. Donc, et je pense que c'est comme ça il faut travailler parallèlement à ces COP-là dans les side events avec d'autres partenaires pour ramener les ressources pour aider notre pays à avancer. Les autorités le font très bien et vraiment je les tire chapeau à travers le ministère de l'Environnement. Et vous vous félicitez de l'adoption de ces fonds pour les pertes et préjudices. Et quand on sait que depuis plusieurs années, les fonds promis pour l'adaptation et la résilience peinent à se mobiliser, est-ce que vous déchantez? Bon, dans tous les cas, il y a un marché volontaire aujourd'hui qu'on appelle crédit carbone. Donc, chacun veut aller, mais chaque pays a ses règles et c'est libre. Et maintenant, ça je veux voir, comme vous l'avez dit, si j'ai vu, je vais croire que cette fois-ci au moins, quelque chose est arrivé et ça veut changer le quotidien, ça veut vraiment permettre à lutter contre les changements climatiques. Mais il faut une volonté réelle et manifeste, tout simplement. Sinon, pour nous, c'est que l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer encore, on va encore reparler de ces fonds-là et on va, je vous dis, on va un pas devant et 2 pas en arrière. Et 8 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, les plus critiques parlent d'un marché de dupes. Est-ce que vous partagez ce constat? Je partage le constat parce que vous savez, je vous dis, aujourd'hui, il y a un marché volontaire pour dire, il y a des gens qui nous ont promis, je vais acheter les forêts. Vous allez acheter les forêts, et ça veut dire que ce que j'ai fait sur les berges là, quelqu'un vient, il achète tout. Bon. Ça, vous achetez ça comment? Là, on se pose déjà des questions. Vous venez vous dire crédit carbone. Pourquoi est-ce que ça fait du bruit? Pourquoi alors tant de bruit autour de ce crédit carbone? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit, on a vu que toujours, nous sommes peut-être dans la colonisation. Tous ceux qui les pays puissants, ils vont toujours utiliser les pays les moins avancés et non seulement pour les aider à atteindre leur CDN, mais on les utilise encore pour dire qu'on va prendre vos ressources. Mais lorsqu'on dit que vous, les pays
les moins avancés, si vous vous dites donner de l'argent, qu'est-ce que vous avez pour mettre dans le plat? Mais, effectivement, on n'a rien, seulement c'est le bassin du Congo. Mais les pays les plus moins avancés, comme notre pays, le Togo, qu'est-ce qu'on a en contrepartie pour mettre dans le plat? Il n'y a plus rien. Mais si vous avez la volonté de nous aider, aidez-nous à lutter contre les changements climatiques, parce que nous ne sommes pas vraiment à l'origine de ces changements climatiques. C'est eux, c'est les pays puissants là qui ont causé tout ce dégât. Et pourquoi ne pas avancer? Et il me semble que on joue le jeu de cache-cache. Mais nous disons que il faut qu'on avance cette fois-ci. Et il faut que les autorités nous aident à faire un grand plaidoyer pour qu'on avance. Est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle en tant qu'acteur de la société civile de mettre la pression sur les décideurs? Est-ce que vous le faites assez? Oui, je l'ai dit tantôt ici que le plaidoyer, on le fait parce que ce canal-là par lequel nous sommes en train d'échanger ici fait déjà la visibilité pour attirer l'attention des pays puissants et l'attention des autorités. Ceux qui ne comprennent pas que nous sommes à l'extrême. Les mers sont bombées, il y a la dégradation des forêts, les terres sont dégradées, il faut aller vite. Et ceux qui ont des ressources, pas question de laisser les ressources là quelque part, il faut sortir les ressources pour vraiment lutter contre les changements climatiques, parce que c'est une grande urgence. Et si on ne fait pas attention, d'ici 2 ans, 3 ans, la chaleur hydrique va tuer les gens. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Donc, nous, notre plaidoyer, ce n'est pas pour faire du bruit, du tam-tam dans la rue, mais avec les déclarations, avec des ateliers, avec des conférences, avec des discussions avec les autorités. Je crois que ça commence par aller. Et surtout dans mon pays, le Togo, les autorités ont compris, en commençant par le chef de l'État, qui a pris à bras le corps cette question de changement climatique. Et c'est en train d'avancer très bien. Sylvain Akati, nous arrivons à la fin de cet entretien. Auriez-vous un mot de la fin? Mon mot de la fin, je le dis chaque jour, c'est la jeunesse. Si la jeunesse ne se lève pas comme un seul homme pour travailler, on aura toujours des problèmes. Lorsqu'on parle des générations futures, ça commence par nous. Si les autorités pensent à nous, qu'est-ce que nous avons fait pour penser aux générations futures? Donc que la jeunesse travaille chaque jour. Que la jeunesse travaille chaque jour pour qu'il y ait la nourriture partout, qu'il y ait le développement partout, qu'il y ait la forêt. Parce que nous, on veut que d'ici 2030, effectivement, que tout le Togo soit vert. Donc, il faut reboiser, même si c'est dans la saison sèche. Et donc, c'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse travaille. C'est l'appel de Sylvain Akati, président du conseil d'administration de l'ONG AGEDI. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.